Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Et au menu du jour, une bonne polémique islamophobe comme on n'en fait plus, cuisinée aux petits oignons par les Républicains. Avouez, ça faisait longtemps. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, bonne fête maman. Et vous connaissez le dicton, ce jour-là, tout prend racine. Alors on ne sait pas si les graines de l'islamophobie ont été semées un 25 novembre, mais tout porte à le croire quand on voit la plante invasive qu'elle est devenue en France. Alors il faut dire qu'elle a été soigneusement entretenue par certains politiques en manque d'électeurs. Les parlementaires, les républicains, eux, semblent même s'être lancés dans une vaste opération d'irrigation coordonnée. Alors c'est Laurent Wauquiez qui a ouvert les vannes le premier. Hier, lundi 24 novembre, le chef des députés LR a déposé une proposition de loi pour interdire aux mineurs de porter le voile dans l'espace public. Dans le monde fantasmé de Laurent Wauquiez, une horde de petites filles voilées déferlerait sur la France et il faudrait donc prendre des mesures adaptées. Donc pour moi, c'est clair, en France, des enfants, des jeunes filles ne doivent pas porter le voile. Et si on ne fait rien, c'est ce qui va arriver. Donc je souhaite qu'on puisse réagir. L'idée, elle est toute simple, c'est de porter une proposition de loi. Mon objectif est qu'elle soit inscrite au débat de l'Assemblée nationale en janvier et qu'on permette ainsi de fixer une règle très claire, interdiction du port du voile pour les mineurs dans l'espace public en France. C'est pas notre mode de vie, c'est pas notre pays, donc on réagit. Il sait y faire, Laurent. Il avait préparé sa petite punchline taillée pour les plateaux télé. Ce n'est pas notre mode de vie, ce n'est pas notre pays, donc on réagit. Parce qu'il est bien connu que dans un pays libre, tout le monde doit avoir le même mode de vie que Laurent Wauquiez, évidemment. Alors la seconde offensive des Républicains est arrivée le lendemain, ce mardi 25 novembre. Cette fois, depuis le Sénat, 29 parlementaires du groupe LR ont pondu un rapport visant à combattre, je cite, l'entrisme islamiste. Pour cela, ils proposent toute une batterie de mesures dans le but de, je cite toujours, converger vers la nécessité d'un réarmement républicain global face à l'offensive islamiste. Bon, faire la guerre aux Arabes, quoi. Alors, accrochez-vous bien, voilà ce qu'il propose. Le rapport Eustache-Brignot marche dans les pas de la proposition de loi de Wauquiez, à la seule différence qu'il ne cible pas toutes les mineurs, mais seulement celles de moins de 16 ans. En revanche, il ne s'arrête pas là. Les mères voilées accompagnatrices de sorties scolaires en prennent aussi pour leur grade, elles qui prennent de leur temps pour combler les failles du service public. Alors, rien à voir avec de la discrimination, évidemment, ce serait pour maintenir un espace éducatif neutre et cohérent avec les principes de l'école publique. Donc on interdit le voile, on a compris. Autre mesure, l'interdiction du jeûne pour les moins de 16 ans. Donc là, on cible le ramadan, du voile dans le sport ou encore la neutralité des élus dans l'exercice de leur mandat et donc l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires. Alors évidemment, tout ceci, promettons la main sur le cœur, ne viserait que les islamistes, surtout pas tous les musulmans. Et pour faire sérieux, le rapport a même dégainé une définition. L'islamisme constitue une idéologie qui vise la transformation de la société française selon des normes religieuses radicales, constituant ainsi un projet séparatiste systématique de long terme. Alors avec cette grille de lecture, Pierre-Édouard Stérin pourrait presque se découvrir islamiste, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas le sujet, pas d'amalgame. Pas d'amalgame non plus sur tous les signes religieux. Ils ne sont pas tous logés à la même enseigne, évidemment. Preuve en est quand les journalistes osent poser la question du port de la kippa ou de la croix chez les jeunes. Tout de suite, les débats se tendent un peu. Vous comprenez, c'est pas pareil. Exemple avec Franck Alizio, ex-LR, désormais rallié au RN. Est-ce qu'il faut interdire les autres signes religieux aux mineurs aussi, comme la kippa ou les croix très ostentatoires ? Réponse déjà. Pas m'énerver encore. Attendez, Pour réponse moi, déjà
sur le voile aux mineurs. Pour moi, ce n'est pas comparable. Il n'y a pas de prosélytisme. Ça ne veut pas du tout dire la même chose par rapport aux valeurs de notre pays, à l'égalité entre l'homme et la femme. Voilà. Donc, je ne fais pas un signe égal entre une croix, une kippa et un voile. Mais alors attention, hein, les sénateurs LR ont bossé leur rapport. Ils se sont même entourés d'experts pour leurs travaux. On peut citer notamment Mathieu Gadiri, un ancien espion en Iran, ou Mohamed Louizi, ancien membre revendiqué des Frères musulmans. Il y a aussi l'ancien préfet Michel Auboin. C'est ce monsieur-là. L'immigration, ça veut dire, ça englobe des réalités qui sont très différentes les unes des autres. Moi, désolé, mais toutes les immigrations se valent pas d'une certaine façon. Bon, on n'a pas vu dans les émeutes de jeunes Vietnamiens, par exemple. Donc. Alors, on continue la liste des experts avec l'essayiste Céline Pina, l'imam Chalgoumi ou encore Florence Bergeau-Blaclair, la chercheuse au CNRS, coqueluche de l'extrême droite. Cette dernière estime que, je cite, « les organisations islamistes en France, dont celle des Frères musulmans, s'articulent autour d'une structure pyramidale secrète comptant une centaine de membres assermentés, influant environ 100 000 fidèles à travers 100 à 200 mosquées. » Rien que ça. Alors, compte tenu des experts mobilisés, on dirait moins un rapport parlementaire qu'une grande foire aux prophètes de l'islamophobie. Ce grand rapport choc est porté par la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinio. Pour vous donner une petite idée, c'est cette dame qui n'est pas du tout raciste. Vous allez me dire, la plupart des gens qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ils sont comment français? Bonsoir madame la sénatrice. Ça veut dire quoi, ils sont comment français? Alors déjà, vous me surprenez là. Alors, ils sont comment? Comment ils sont? Ils adhèrent au code et aux règles de la République. Voilà. C'est-à-dire que être français, c'est pas juste avoir une carte d'identité. Être français, c'est adhérer à cette République indivisible et laïque. C'est tout. Sous-entendez que ces Français issus de l'immigration ne sont pas vraiment français. Ils sont français comment? Quand ils insultent les élus, quand ils brûlent tous les symboles de la République. Un enfant en France, qu'il soit blanc, vert, jaune ou noir, il doit se construire sur des règles de respect de la République. Donc, si vous voulez, j'ai pas de leçon à recevoir de ceux qui me disent... Est-ce que vous ne pensez pas que vous faites souffrir les enfants de l'immigration avec cette expression, ils sont français comment? Est-ce que, madame la sénatrice, là, vous ne faites pas preuve de racisme? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est le mot qui vient à la bouche de tout le monde, des gens comme vous peut-être et comme d'autres. Je ne suis pas raciste, ça n'a rien à voir. Bon, de toute façon, on ne peut plus rien dire. Jacqueline Eustache-Brinio est une proche d'Éric Ciotti, pour ne pas dire de Marine Le Pen, les amis de mes amis, vous connaissez la chanson. Avant les musulmans, elle s'en est prise notamment aux personnes LGBTQIA+. Elle est notamment à l'origine d'une proposition de loi début 2024 qui serait, selon les associations, la plus transphobe de toute l'Europe. Beau palmarès, elle a aussi voté contre la PMA pour toutes et tous, contre l'interdiction des thérapies de conversion, contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Mais tout ça ne l'empêche pas de se revendiquer comme une grande garante de la liberté. Et cela passerait désormais par le dévoilement des jeunes filles musulmanes, contre leur gré donc. Parce que, petite piqûre de rappel, en France, il existe déjà des lois pour protéger toute personne d'une contrainte religieuse imposée. C'est précisément ça, la laïcité. Mais comme toujours, on brandit l'épouvantail de l'islamisme, puis on détourne la laïcité pour réduire les droits des musulmans. Ce principe fondamental est systématiquement instrumentalisé à des fins racistes, alors qu'à l'origine, il garantit à chacun et chacune la liberté de pratiquer son culte sans discrimination. La laïcité assure aux croyants comme aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions. Elle protège le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, de changer de croyance ou d'en abandonner une, et permet de manifester ses convictions dans le respect de l'ordre public. Mais ce que défend ici Jacqueline Eustache-Brinio, comme Laurent Wauquiez d'ailleurs, avec leurs propositions respectives, c'est un projet de société à leur image.
blanche et intolérante, notamment à l'égard des Arabes et des musulmans, désignés comme le nouvel ennemi de l'intérieur. Les femmes musulmanes voilées sont une cible visible et donc facile. D'ailleurs, les chiffres sont sans appel. Elles concentrent 80% des agressions islamophobes et l'intégralité des agressions physiques les plus graves, celles qui laissent plus de 8 jours d'ITT. Et l'air est de plus en plus irrespirable en France pour elles. Et toutes ces bonnes femmes avec des foulards, je n'en peux plus, je ne les supporte plus. C'est plus fort que moi. Si ça continue comme ça, je vais rentrer dedans. Alors pour justifier leurs propositions, les parlementaires LR s'appuient sur des données largement démontées et critiquées, notamment par les universitaires compétents. Il y a évidemment le rapport sur le frérisme commandé par le gouvernement il y a quelques mois. On en avait longuement parlé dans un récap que je vous invite à revoir. Plus récemment, c'est un sondage de l'IFOP sur le rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France qui a donné du grain à moudre aux islamophobes et aux éditorialistes. Sur France Inter, Patrick Cohen n'y allait d'ailleurs pas par 4 chemins. Il annonce que l'intégrisme a gagné les esprits d'un musulman sur 3 en s'appuyant sur les données de l'Institut. Mais très vite, les limites de cette étude sont pointées du doigt. Dans la méthodologie d'abord, puisqu'à peine 1000 personnes ont été sondées et que l'échantillon surreprésente mécaniquement les profils les plus croyants. La neutralité du sondeur est aussi remise en question quand on sait que le directeur d'études de l'IFOP a longtemps été un proche assumé du printemps républicain et de thèses identitaires sur la laïcité. Alors je vous propose de regarder ce débat chez nos confrères d'Arrêt sur Image entre le directeur de l'étude de l'IFOP, François Cros, et Nicolas Cadenne, le cofondateur de la Vigie de la laïcité, un organisme indépendant. Pourquoi ne pas avoir défini le terme islamiste et comment vous le définissez? Alors moi je n'ai pas à définir. Dans toutes nos enquêtes, vous savez, on a un principe dans les instituts, c'est que c'est tel que l'entend le répondant. Puisque comme l'analyse souvent très bien Nicolas dans son rapport à la laïcité, le rapport à la laïcité, il est très variable entre des gens très identitaires, très réactionnaires et d'autres très progressistes. Donc quand on parle, nous, de laïcité dans nos enquêtes, on ne la définit pas à longueur de temps. Donc on ne définit pas la laïcité, on ne définit pas l'islamisme, c'est tel que les gens l'entendent. Si je peux me permettre, on ne peut pas dire que l'islamisme soit un sujet complètement anecdotique dont personne n'a entendu parler. Ça me pose problème, en effet, tout simplement parce que islamisme, dans le langage courant, mais aussi au sein des communautés de Français de confession musulmane, peut recouvrir des champs très différents, des définitions très différentes. Vous avez l'islamisme non violent, vous avez l'islamisme politique, vous avez l'islamisme violent, ça n'a rien à voir. Donc en fait, par ce terme, les répondants peuvent comprendre des choses très différentes. 4 associations musulmanes ont d'ailleurs porté plainte ce lundi 24 novembre pour dénoncer le manque d'objectivité supposée de ce sondage de l'IFOP. En retour, l'Institut a également porté plainte, cette fois contre 2 parlementaires LFI qui ont critiqué leur sondage. Mais peu importe la fiabilité des sources, elles sont suffisantes pour lancer la cabale politique des LR. Mais déjà, les constitutionnalistes tirent la sonnette d'alarme en ciblant explicitement le voile. Wauquiez et consorts se heurtent directement au principe de liberté religieuse. Justifier ces textes en invoquant la notion de protection de l'enfant est évidemment habile, mais insuffisant pour le rendre constitutionnel. Il y a donc de fortes chances pour qu'il soit retoqué, mais peu importe, tout ce qui compte, c'est le coup de communication. Personne n'est dupe. D'ailleurs, Gabriel Attal s'était déjà heurté à ces principes de constitutionnalité concernant le voile des jeunes filles. Lui aussi avait voulu l'interdire, au moins de 15 ans cette fois, après avoir évidemment buzzé en légiférant sur la taille des robes quelques mois plus tôt. D'ailleurs, chez Renaissance, on n'a pas de difficulté à soutenir de telles lois. Aurore Berger, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, l'a redit ce matin. Vous savez, moi, j'ai moi-même déposé cette proposition. Je l'ai portée par voie d'amendement il y a déjà plusieurs années, donc je n'ai pas changé d'avis depuis que je suis rentrée au gouvernement. Je pense que c'est une mesure... Moins de 16 ans. Après, est-ce que c'est 15 ans? Parce que c'est l'âge de la majorité sexuelle. Est-ce que c'est 16 ans? Est-ce que c'est 18 ans? Il y a plusieurs options qui existent et on verra s'il y a un consensus parlementaire qui existe. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a des enfants, des très jeunes enfants, qui, dès le plus jeune âge, sont contraintes de se dissimuler
de se dissimuler dans l'espace public. Et ça, c'est intolérable. Quand vous parlez d'égalité entre les femmes et les hommes, vous ne pouvez pas considérer que les petites filles qui, dès le plus jeune âge, sont contraintes, baignent dans l'émancipation et dans la liberté. Moi, c'est ce que je veux, que toutes les petites filles aient les mêmes droits et les mêmes chances et les mêmes possibilités d'émancipation. Alors, on le sait, l'islamophobie est un sujet porteur en politique, surtout dans une France de plus en plus raciste et le tout ouvertement. Tout le monde s'y essaye, y compris une certaine gauche laïcarde dont on se demande encore ce qu'elle attend pour passer de l'autre côté du spectre. Mais ce matin, en réaction à la sortie du rapport, des députés ont réagi, notamment ceux de la France Insoumise, par la voix de Mathilde Panot. On écoute. Sur port du voile des mineurs. Bon, alors d'abord, je veux rappeler quand même un fait simple. En République, la loi de 1905 garantit la laïcité. Et la laïcité, c'est d'abord la liberté de conscience et la liberté de culte. Ce n'est pas une liste d'interdits, c'est d'abord la liberté de conscience dans ce pays. Donc maintenant, ça suffit de s'en prendre sans cesse aux musulmans, et notamment aux musulmanes de ce pays, puisque les attaques se concentrent bien souvent sur la manière dont se vêtissent les femmes. Je veux dire, M. Wauquiez n'a rien dit sur le fait qu'il fallait que dans d'autres religions, vous savez que dans la Convention internationale des droits de l'enfant, les parents ont le droit de transmettre la religion à leurs enfants. Ils n'ont rien dit sur d'autres religions, sur des mineurs. Donc, encore une fois, c'est uniquement son islamophobie qui parle et qui est apparemment payante dans ce pays, mais qui est absolument insupportable. Et donc, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que l'extrême droite agisse à tout va, le fait que les musulmans de ce pays seraient je ne sais quel ennemi de l'intérieur. Je veux dire, c'est extrêmement dangereux et nous continuerons de dire que nous serons les gardiens toujours de l'unité du peuple de France. On peut l'affirmer aisément, le voile est évidemment politique, plus que jamais. Chaque nouvelle proposition, chaque rapport, chaque sondage manipulé n'a qu'un seul but, alimenter la peur, stigmatiser les musulmans, devenus les nouveaux ennemis de la République, et transformer une liberté individuelle en enjeu électoral. Peu importe la constitutionnalité, peu importe la laïcité telle qu'elle a été pensée, ce qui compte, c'est le spectacle raciste et racoleur qui en découle. Liberté, égalité, fraternité, qu'il disait, voilà ce qu'il en reste. Et vous voulez la meilleure ? Le 25 novembre, ce n'est pas seulement la Sainte-Catherine, c'est aussi la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, sauf évidemment quand elles portent le voile. Et puisqu'on parlait de cette journée pour l'élimination des violences faites aux femmes, eh bien les chiffres concernant ces violences continuent d'être alarmants. En effet, selon un rapport de l'ONU, environ 50 000 femmes ont été tuées par un proche en 2024, soit 137 victimes par jour et une toutes les 10 minutes. C'est un tout petit peu moins qu'en 2023, mais l'ONU estime que cette baisse est essentiellement due aux données disponibles ou non dans différents pays étudiés par le rapport, qui sont au nombre de 117. Au total, 83 000 femmes et filles ont été tuées de manière intentionnelle, dont 60% par un partenaire intime ou un membre de leur famille. Sur l'année 2025, en France, nous sommes déjà à 152 féminicides, soit un décès tous les 2 jours. Le ministère de l'Intérieur, sur l'année 2024, a recensé auprès des services de police et de gendarmerie plus de 450 000 victimes de violences physiques, soit une hausse de 1% par rapport à 2023, et plus de 122 000 victimes de violences sexuelles, c'est 7% de plus qu'en 2023. La ministre de l'Égalité femmes-hommes, Aurore Bergé, dont on vient de parler, a profité de cette journée contre les violences faites aux femmes pour déposer un projet de loi cadre comprenant 53 mesures pour mieux prévenir et mieux sanctionner. Par exemple, concernant les dépôts de plainte, la ministre voudrait que les femmes puissent porter plainte directement à l'hôpital et que les classements sans suite soient systématiquement motivés. Aussi, pour le périscolaire, le projet de loi prévoirait le contrôle systématique et annuel du casier judiciaire des professionnels au contact des enfants, invoquant la tolérance zéro. Est-ce que tout cela sera efficace ? On ne sait pas, mais quand on voit les résultats obtenus depuis 2017, on est en droit d'en douter.
Du côté du travail et des travailleurs aussi, les chiffres sont alarmants. 764, c'est le nombre de personnes mortes au travail en 2024. Celui-ci nous vient du rapport annuel de l'assurance maladie, risque professionnel. C'est 5 de plus qu'en 2023, qui marquait déjà un record. Selon l'étude, il y a aussi 318 victimes d'accidents de trajet et 215 des suites d'une maladie professionnelle. Les métiers du BTP, du gaz, de l'électricité et de l'eau semblent être les plus touchés. Cela peut s'expliquer par les détricotages successifs du droit du travail, des conditions de travail de plus en plus dégradées et de moins en moins d'inspecteurs du travail. Selon la Direction générale du travail, la profession comptait en juin 2024 2000 agents. Selon la CGT, cela représenterait donc un agent pour 10 500 salariés. C'est évidemment trop peu. Ce lundi 24 novembre, la Confédération paysanne était devant le Parlement européen à Strasbourg dans le but d'appeler les parlementaires à rejeter l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, par la voix de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, a dit ne pas vouloir accepter l'accord en l'état, mais pour les agriculteurs, ce n'est pas toujours clair. Reportage de Gaspard Glantz à Strasbourg. Moi, c'est pas mon sujet principal d'activité, l'agriculture, malheureusement. Moi, je m'occupe plutôt des questions de sécurité, mais je suis fille de paysans bio et donc j'ai grandi avec la Confédération paysanne en enfance sonore, on va dire. Donc j'essaye toujours d'être là puisque je connais l'urgence qui a protégé ces petites structures. On est dans la dernière phase de processus de ratification de l'accord EU-Mercosur. On se rapproche de plus en plus d'une potentielle signature de cet accord. Et que pour nous, c'est dans les derniers moments où on peut se mobiliser pour dire non, on ne veut pas de cet accord. C'est encore possible, c'est largement possible. Il est encore possible de stopper cet accord entre l'Europe et les pays du Mercosur, cet accord commercial. C'est possible d'atteindre une minorité de blocage, donc ça c'est plutôt dans les mains du président Macron. Donc c'est aussi notre présence ici, c'est pour dire aux parlementaires européens, mais aussi à notre président, au gouvernement français, qu'ils doivent tout faire pour stopper cet accord EU-Mercosur, parce qu'il est mortifère pour les paysans et les paysannes, parce qu'il impacte fortement les filières les plus fragilisées, que ce soit les filières bovines, volailles, mais aussi l'apiculture, et qui va impacter durablement et fortement l'agriculture française. C'est pas seulement un problème de ferme, c'est aussi un problème d'environnement. C'est-à-dire que si on accroît l'exportation du Brésil, du soja, du maïs transgénique à 95%, eh bien on va avoir une déforestation supplémentaire de l'Amazonie. C'est qu'un mauvais moment à passer. À la fin, ils nous écouteront et on gagnera. Et tu auras ta liberté, tu n'auras pas besoin d'aller en Argentine. Ce dont on a besoin, nous, au niveau de l'agriculture française et européenne, c'est de travailler sur la souveraineté alimentaire, sur la sécurité alimentaire, de permettre aux paysans, aux paysannes de faire face aux enjeux climatiques, environnementaux. Et pour ça, il ne faut pas les fragiliser. C'est que là, c'est un vrai déni de démocratie. Les syndicats agricoles, les agriculteurs et les agricultrices sont d'accord pour rejeter cet accord. Les citoyens et les citoyennes sont aussi sur la même mouvance. Dans une grande majorité, 80% des citoyens et citoyennes rejettent cet accord, les parlementaires aussi. Et il y a un forcing de la Commission européenne, il y a un forcing de la présidente de la Commission européenne pour accéder à cet accord commercial. Et on termine avec l'actualité internationale, les discussions autour du plan Trump, encore un, pour la paix entre la Russie et l'Ukraine cette fois, n'en finissent plus. Un plan évidemment pas du tout du goût de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Pour lui, les propositions américaines promettent une vie sans liberté, sans dignité et sans justice. Côté russe, c'est une bonne base et pour cause, le plan en question, élaboré entre les diplomates américains et russes, prévoit entre autres choses la cession de territoire à Moscou ainsi que la réduction de la taille de son armée. Ainsi, les régions de la Crimée déjà annexées par la Russie en 2014, du Donetsk et du Louhansk seraient reconnues comme territoire russe. Quant à l'armée ukrainienne, elle devrait être limitée à 600 000
l'homme. Du côté de l'Union européenne, il est inacceptable qu'un accord puisse être signé sans elle, sans l'Ukraine et sans l'OTAN. C'est pourquoi une contre-proposition a été mise sur la table, ou plutôt un remodelage du plan Trump. De 28 points prévus au départ, on passe à 19. Les points les plus problématiques ont évidemment été retirés. Plus question de sabrer dans l'armée ukrainienne. Et concernant les territoires, l'Europe propose un armistice sur une ligne de front actuelle qui serait donc gelée. Pour le Kremlin, la proposition européenne est jugée pas constructive. Plus que jamais, les négociations pour la paix en Ukraine pataugent dans la semoule. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, il y a un peu plus d'1 an, le média a été auditionné par l'Arcom pour investir la TNT. Mais plutôt qu'une chaîne libre et indépendante comme la nôtre, l'Arcom a préféré le projet du milliardaire Daniel Kretinsky. Mais aujourd'hui, de nouveaux canaux se libèrent sur la TNT nationale et la TNT francilienne. Alors le média compte bien y candidater, si l'Arcom en décide toutefois ainsi. Et comme toujours, nous porterons un projet commun avec nos camarades médias indépendants qui le désirent. Et si ce projet vous intéresse et que vous voulez nous soutenir, signez et faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût, alors si vous avez envie de nous donner un précieux coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don sur notre site internet. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.